Bonjour Victoria, Bonjour Thierry, ça comment va? ça va aujourd'hui? Ah, j'ai posé la question Ça va. presque aussi vite que toi. Bon d'accord, je réponds en premier. Je vais super bien. Et si j'éternue, c'est parce que je rhume des foins. Donc tout de suite, hein, pas de suspicion par rapport à je ne sais quelle maladie. Voilà, on va remercier le pollen, les graminées et tout ce genre de trucs. Et toi, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Très bien, bon bah alors si on va bien, on est en live, donc c'est parti pour le 59e numéro de Come in Mag Live. On va fêter les 60 demain. Mais avant de parler de 60e numéro, avant de fêter ça, avant d'aller faire la fête pour tout ce genre de choses, on va rappeler que Come in Mag est soutenu par l'association Le Meilleur d'eux qui présente ça. Et oui, le prix du meilleur de la pub, un prix pour lequel vous avez le droit de concourir, de sortir vos plus beaux projets, de vous montrer, puisqu'effectivement ça sera en septembre prochain. Mais avant septembre prochain, eh bien vous avez jusqu'au 7 août pour proposer vos projets sur le meilleur de la pub. Allez, place à notre invité qui attend patiemment au fond du studio. De qui s'agit-il, Victoria? Alors aujourd'hui, on reçoit Grégory Grain, directeur de FreeUp, qui est un organisme officiel qui soutient la création d'entreprises, de start-up dans le canton de Fribourg. Bonjour Grégory. Bonjour. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on aille chercher un expert d'entreprise parce que au fil de tous nos lives, on arrive toujours sur la question d'entrepreneuriat. Et puis finalement, un directeur d'agence est un entrepreneur. Et puis, on s'aperçoit que finalement, cette période questionne beaucoup plus. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va, comment faire en sorte que les entreprises puissent survivre, quels sont les bons choix qu'on doit faire. Alors, avant de commencer cette discussion, j'aimerais déjà avoir ta vision. Comment tu interprètes cette période? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou finalement pas autant qu'on ne l'aurait pensé? Est-ce que la reprise est là ou parce qu'on n'a pas tellement de vision. Chacun donne une autre interprétation de ce qu'il voit. Oui, alors moi je pense qu'avant de s'inquiéter, il faut déjà se questionner, il faut se dire qu'est-ce que cette période veut dire pour moi, pour mon entreprise. Et je pense que c'est encore un peu trop tôt pour savoir s'il va y avoir une reprise, une relance et quand est-ce que ça va se passer. Aujourd'hui, on est encore un peu tous sous perfusion avec tout un tas de systèmes d'aide, mais il faut justement se poser les questions en se disant quand l'aide va s'arrêter, quand cette situation de crise est en train de s'arrêter, quand on va redevenir dans une situation où on devra tous réagir à l'offre et à la demande, qu'est-ce que je vais faire de différent? Comment je vais devoir me positionner avec mon entreprise, sachant que les besoins ont évolué, sachant que les états d'esprit ont évolué, et puis mes moyens ont peut-être aussi changé parce que je pense que beaucoup d'entreprises ont perdu des plumes durant cette crise et donc elles ne vont pas avoir les mêmes capacités à rebondir. Donc tout ça, ça se prépare. Et donc c'est un moment pour le faire. Le problème, c'est la visibilité. Alors, dans le secteur de la communication, ça fait des années qu'on n'a pas 6 mois devant soi de visibilité. Mais là, franchement, plus personne ne sait, à part des clients qui plus ou moins ont l'intention de redémarrer et faire des opérations, disons, il n'y a pas de vision très claire parce que tous ceux qui sont en contact avec leurs clients nous disent que leurs clients non plus n'y voient pas très clair. Donc, comme tout le monde est lié, qu'est-ce qui va pouvoir être le signal que les choses vont vraiment redémarrer de manière concrète? Moi, je crois toujours, mais c'est une opinion personnelle, que c'est le citoyen ou le consommateur qui donne le rythme à un moment donné. Donc j'aurais tendance à rester connecté au terrain, à voir ce que les consommateurs disent, à voir quand est-ce qu'ils vont commencer à reconsommer, consommer à voyager, à se cultiver, quelle est la demande qu'ils ont, comment est-ce que ça va augmenter. Et donc pour anticiper ça, je pense qu'il faut garder un lien avec eux. Alors c'est pas facile quand on doit rester confiné, on ne peut pas rencontrer les consommateurs toute la journée, mais
par l'intermédiaire de live, par l'intermédiaire de vidéoconférences, en lisant, en posant des questions, en peut-être faisant des sondages, on arrive à savoir, à sentir le pulse un peu de ce qui se passe chez chaque individu en tant que consommateur d'un côté et citoyen de l'autre. Et là, on va voir, en fait, si vous me posez la question aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'aller au restaurant? Il y a peut-être 2 semaines, j'aurais été encore un peu timide, et aujourd'hui, je vais dire, mais j'ai besoin d'y aller, j'ai même plus envie, j'ai besoin d'y aller, ça me manque. Et donc là, c'est des indicateurs intéressants. Et je pense qu'en tant qu'agence de communication, se nourrir de l'état d'esprit ou du moral du consommateur, c'est un bon indicateur pour savoir ce que leurs clients vont leur demander pour réagir à ça. Alors, on va revenir sur la question des aides, puisqu'on a un spécialiste dans ce live. Tu nous disais hors caméra qu'effectivement, tu étais même impliqué par le canton pour le choix, les décisions à prendre sur ces fameuses aides. On a pu voir que pas mal de pays autour de nous optaient pour ce système. Est-ce que c'est une suite logique? C'est quelque chose de bien? Il fallait faire ça, d'aider les entreprises, et il fallait leur proposer des réductions de temps de travail, des choses comme ça? Parce que si je m'abuse, c'est pas l'apanage de tous les pays en fait. Donc est-ce que c'est un bon modèle, celui qu'a choisi la Suisse? C'est un modèle qui est conséquent avec le modèle qu'on a en temps normal. On a un système d'assurance et de prévoyance, on cotise à l'assurance chômage et on a la possibilité de faire appel à des réductions d'horaires de travail. Donc c'est la conséquence de ça. Quelque part, j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur, j'ai mis de l'argent de côté, entre guillemets, en payant mes cotisations patronales chaque mois, pour m'assurer de pouvoir tirer la sonnette d'alarme quand j'en ai besoin. Et là, j'en ai besoin. Donc, je fais appel à des réductions d'horaires de travail. Donc, c'est une suite logique du modèle qu'on a construit. Est-ce qu'il faut aider les entreprises ou pas? Je pense qu'il faut, dans une situation exceptionnelle comme celle du Covid, il faut s'assurer que notre économie ne s'écroule pas. La priorité numéro 1, c'était la santé de tout le monde, et ça devait rester cette priorité. Mais en parallèle de ça, pour assurer les conditions sanitaires, il fallait que les entreprises s'arrêtent. À partir du moment où on décide et on force des entreprises à s'arrêter, il faut s'assurer que le système économique ne va pas s'écrouler derrière, et donc il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures, mais qui soient des mesures d'aide qui poursuivent, à mon avis, mais ça c'est mon avis personnel, un but qui est de s'assurer que l'entreprise, elle peut garantir au maximum les conditions de travail de ses salariés, ou en tout cas en garder au maximum et les faire revenir quand il y aura une situation normale. Donc de ce côté-là, je réduis le travail de mes salariés, mais je continue à leur payer un salaire. Je pense que c'est un système qui paraît équitable entre la position des employés et la position des entreprises ou des entrepreneurs. Alors moi, je posais la question, c'est pas par hasard, puisqu'aujourd'hui, on parle aussi de free-up, et donc on va parler de start-up. On a vu pas mal de choses dans les médias, justement, sur l'aide ou l'absence d'aide sur les start-up. Mais oui. En fait, fondamentalement, la question qu'on peut reposer ici, faut-il aussi aider des entreprises qui sont en devenir, des entreprises qui sont en train de se créer, là où elles ont peut-être que des promesses de nouveaux produits, de nouveaux services, puisqu'elles sont à leur balbutiement. Ça n'a pas l'air facile comme choix. Quel avis, toi, tu as là-dessus? Alors, c'est vraiment une question d'ambition, hein, quelque part, pour la suite, et de positionnement aussi de notre économie et de notre pays. Si on a envie toujours d'avoir une certaine capacité d'innovation qui nous permet de nous démarquer sur le marché, qui nous permettrait aussi de rebondir sur des nouveaux modes de marché. On parle beaucoup d'économie circulaire, de consommation locale, etc. Donc si on arrive à placer un curseur dans des innovations, dans des startups qui se positionnent là-dessus, et si on ne veut pas qu'elles prennent un retard et qu'après on se fasse prendre... j'ai envie de dire, certaines opportunités à un niveau macroéconomique ou à un niveau économie mondiale, il faut faire quelque chose. Maintenant, il faut pas, je pense que la politique de l'arrosoir, ça serait quelque chose d'illusoire, de dire on donne de l'argent à toutes les startups. Moi, je suis plutôt en faveur d'avoir des critères très clairs qui permettent de choisir en fonction de vraiment là où on veut se positionner et de surtout ce que l'entreprise peut montrer. C'est pas bonjour, je vais pas bien, aidez-moi s'il vous plaît. C'est comme chez le docteur, je pense qu'il faut faire un diagnostic.
Donc une start-up, elle doit accepter qu'on fasse un diagnostic, qu'on se rende compte des problèmes qu'elle a ou qu'elle a eu à cause de cette crise du Covid, et qu'on se dise, bon, ok, il y a un passage difficile à passer, un pont à faire, faisons ce pont pour l'aider ensuite à rebondir et à être un de nos vecteurs de croissance, une de nos futures licornes, une de nos prises de position dans une nouvelle technologie, dans un nouveau marché. FreeUp est une instance de validation pour les prêts Covid. Certaines agences avec qui on a parlé, qui n'ont pas demandé ces prêts, se posaient la question, est-ce que finalement, ils n'auraient pas pu aussi bénéficier à cette aide? Quels sont les critères? Et est-ce que c'était judicieux que tout le monde les demande? Alors aujourd'hui, il y a deux types de prêts. Il y a ce qu'on appelle des prêts Covid transitoires qui sont plus ou moins accessibles à tout type d'entreprise. Sur la base, je crois, de 10% du chiffre d'affaires qu'elles ont fait l'année dernière, et sous condition qu'elles ne soient pas en train d'être dans un processus de faillite ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment un processus qui est remarquable, qui a été mis en place par la Confédération. Quasiment tout le monde peut y souscrire en ligne, en démontrant le chiffre d'affaires que vous avez eu l'année dernière, en ayant une discussion avec votre banque, et vous avez l'argent qui vous est versé quasiment dans l'après-midi. Ça, c'est le premier crédit qui s'appelle le crédit transitoire, ouvert à tous les types d'entreprises. Et donc là, une agence de communication, si elle a été impactée par le Covid et qu'elle le démontre, et si elle arrive à montrer combien de chiffre d'affaires elle a fait l'année dernière, qu'elle dépose ses comptes clôturés, etc., à sa banque, elle obtiendra un crédit cautionné par la Confédération. Ce qui est important, c'est le cautionnement. Et un crédit qui est à taux zéro cette année. Pour les startups, il existe un deuxième crédit qui s'appelle le crédit startup, qui est un peu différent, qui est basé sur les coûts que la startup a eu l'année dernière, y compris les coûts de recherche et développement. Où elle dit, voilà, moi j'étais en train de développer mon produit, j'étais en train de le construire, et ça s'est arrêté net. Et si je veux continuer ma recherche et développement, j'ai besoin d'un peu de liquidité, et donc j'aimerais emprunter de l'argent, et j'aimerais que le canton dans lequel je suis et la Confédération se portent caution de mon crédit. Là, il faut être une entreprise qui est née après 2010 et qui a un modèle d'affaires évolutif, innovant, basé sur les technologies et sur les sciences. C'est les critères qui ont été établis par la Confédération. Donc typiquement, une agence de communication, elle ne rentre pas dans un prêt start-up comme ça, puisque c'est basé sur technologie et sciences et sur des entreprises nées après 2010. J'espère que j'ai été clair. Non, très très clair. Je te remercie parce que c'est vrai que c'est important de comprendre les différences. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est que les entreprises n'étaient pas prêtes du tout, elles n'avaient pas assez de liquidité pour la plupart d'entre elles. Et donc, on a l'impression qu'on vivait dans un système vraiment à flux tendu. Et la moindre crise qui apparaît aujourd'hui met vraiment en évidence que notre économie semblait solide, pas autant qu'on pouvait le penser. Alors, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'on a, depuis peut-être certaines décennies, accéléré le temps. On a mis un coup d'accélérateur dans la manière dont nos démarches économiques, dont nos marchés évoluent, et on oublie certains fondamentaux qui existaient auparavant, dont moi j'étais assez fan. Par exemple, ce qu'on appelle avoir un fonds de roulement. Ou faire de la planification. Il y avait une époque en France, par exemple, il y avait un truc qui s'appelait le commissariat au plan. On planifie ce qu'il va faire et on se pose les questions. Qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que je fais s'il y a une crise un jour économique, etc. Et aujourd'hui, on a un peu relâché tout ça en se disant tout va bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de guerre, de choses comme ça. On est dans un monde où tout va bien. Donc, je peux prendre des risques. Donc, je peux jouer quasiment l'argent que je n'ai pas encore en banque, mais que je sais que je vais avoir parce que je vais avoir un contrat avec mon client. Donc, je commande déjà presque des choses parce que je sais que toi, Victoria, tu vas aussi me commander quelque chose et toi, quelqu'un va aussi te commander quelque chose. Donc, on a une réaction en chaîne comme ça, une sorte d'économie en réseau. Il suffit qu'il y ait un maillon de la chaîne qui se casse la figure et on est tous dépendants les uns des autres. Et ça, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse à l'avenir, qu'on essaye d'avoir des modèles de gestion d'entreprise un peu plus durable en se disant est-ce que je ne dois pas toujours avoir, comme un bon père de famille, un petit quelque chose quelque part sur mon compte épargne et que je ne mise pas toujours toutes mes liquidités. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire dans des modèles où où on demande toujours des rabais, on veut toujours payer moins cher, etc. Donc ça, c'est très difficile. Moi, j'ai une question sur ce fameux flux tendu. On a fait le constat durant cette crise qu'effectivement, le flux tendu était, comment dire,
commun à pas mal d'industries, à pas mal de types de business. Est-ce qu'on peut conclure qu'effectivement on est tous à fonctionner sous ce mode-là, y compris les startups, ou plutôt, d'après toi, ça touche que quelques industries, que quelques types de business? Moi, j'ai l'impression que c'est assez général. Je l'ai constaté. Alors, chez les startups, c'est le flux tendu comme ça. C'est la crise en permanence quand on démarre. De toute façon, on n'a pas de liquidité. On fait toujours la course au cash. Donc, même en temps normal, c'est déjà un problème. Mais là, aujourd'hui, je l'ai constaté chez des petites entreprises, des grandes entreprises et des très grandes entreprises dans tous les domaines. On peut parler des compagnies aériennes qui n'ont toujours pas remboursé leurs billets d'avion, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression que ça touche beaucoup de domaines. Je n'ai pas suffisamment de données pour dire qu'il y a des domaines moins touchés que d'autres, mais en tout cas, en termes de taille d'entreprise, j'ai à peu près tout vu. C'est que la net économie avait mis en valeur cette façon de fonctionner. Et on avait l'impression que si on continuait à fonctionner sur des critères totalement dépassés, on était complètement, on alourdissait, en disant, on hypothéquait sur les investissements de son entreprise et on ne prenait pas de risques. Or, on voit, c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer, c'est que quand on voit que Airbnb ou d'autres sociétés de la net économie sont en train de licencier parce que justement, elles sont vraiment totalement à flux tendu. Donc, il faut qu'on dise peut-être qu'il y a un autre modèle. Exactement. Aujourd'hui, on est dans un business de transaction et on se dit que, complètement hypothétique, le mois prochain, j'aurai tant de transactions, j'aurai tant d'abonnés, j'aurai tant de transactions Airbnb ou des choses comme ça. Donc, je continue à tourner. Mais je pense qu'il faut réfléchir à des modèles où on anticipe aussi certaines choses et où on accepte une part de risque. Moi, j'aime bien prendre le symbole du père de famille, ou de la mère de famille, ou des parents, ou d'une famille et du budget de la famille. Le budget de la famille, à moins d'être une famille à risque, qui aime bien les risques, on ne fait pas un all-in comme ça. On ne met pas tout sous la table et on ne va pas jouer au poker à Las Vegas en mettant le salaire du père, de la mère, des enfants qui travaillent déjà, de la grand-mère, de l'oncle, et puis allez hop. Et on regardera ce qui se passera le mois prochain parce que mon entreprise va me repayer un salaire. Moi, je ne sais pas, mais cette notion d'épargne, elle peut aussi être valable pour les entreprises. Surtout que ça peut être une manière de valoriser aussi la disponibilité, la présence, le rôle et la valeur des employés dans l'entreprise, justement. Alors, vas-y. Merci. Alors, durant cette crise, on se retrouve à devoir prodiguer encore plus de conseils, à accompagner encore plus, à être en étroite collaboration avec celles et ceux qui font appel, par exemple, au service de FreeUp. Est-ce que tu t'es retrouvé dans des cas de figure où tu as dû aussi réinventer ton métier, réinventer le type d'aide que tu as pu apporter à ces entreprises, puisqu'en plus, on le rappelle, on a dû tous travailler à distance. Qu'est-ce que ça a eu comme impact justement sur le travail, sur ton travail de tous les jours? C'est très technique, on parle beaucoup de finances, on parle beaucoup là on a parlé de tous ces aspects-là, mais finalement c'est vraiment des rapports humains derrière. Donc expliquer à quelqu'un que s'il fait un crédit, même cautionné par la Confédération, il se met en position de faillite ou de liquidation au sens de la loi, c'est quand même beaucoup plus facile de lui expliquer en face à face dans un bureau. Même si j'essaye de le regarder à travers ma webcam, c'est quand même beaucoup plus difficile dans une vidéoconférence. Et nous, on s'est retrouvés à faire des vidéoconférences toute la journée pour donner des conseils aux entreprises et aux startups, à tel point que nos oreilles brûlaient avec les casques. Et c'est quand même pas pareil, il faut quand même l'avouer. C'est super, la vidéoconférence, les lives, c'est génial, mais pour parler des sujets qui fâchent ou des sujets difficiles, il y a cette présence humaine qu'on ne sent pas et sur laquelle on peut jouer et influer. Et ça m'a beaucoup manqué, pour être honnête. Et ce changement de paradigme, il a une incidence sur les entreprises que vous aidez? Est-ce qu'il y a 6 mois, peut-être tu aurais aidé certains types d'entreprises qu'aujourd'hui tu n'en même plus en discussion parce que justement, on ne sait pas comment vont se comporter les consommateurs? Oui, parce que justement, pendant la crise, il y a des idées qui sont venues, il y a des projets qui ont émergé qui n'auraient pas émergé s'il y avait eu cette crise et qui deviennent maintenant des idées d'entreprise ou de start-up qu'on a envie d'accompagner. Ça, c'est une première chose. Donc, par exemple,
une plateforme qui a fait des bons pour les commerçants. On pouvait acheter à l'avance des bons sans aller chez les commerçants puisqu'ils étaient fermés, ce qui leur permettait d'avoir du cash, et qui est né dans le canton de Fribourg et qui s'est déployé dans 13 cantons par la suite. Et cette plateforme, maintenant, on a envie qu'elle continue et qu'elle devienne une plateforme de commerce local. Donc on va la soutenir, on va l'aider à se transformer en mesure d'aide à entreprises, en fait. Et puis, il y a pas mal de choses comme ça qui sont nées, qui nécessitent d'être aidées. Je pourrais prendre l'exemple d'une pâtisserie en ligne. Donc, moi, j'ai toujours acheté mes gâteaux à la pâtisserie dans la rue. Et puis là, une pâtisserie en ligne qui est en train d'exploser, qui fait des choses super. Donc, il y a plein de projets comme ça. Et puis, la deuxième chose qui nous influence, c'est que le canton de Fribourg, comme les autres cantons, sont en train de définir leur plan de relance économique. Et qu'on le veuille ou non, on aime avoir de la diversité, mais il va quand même falloir donner des couleurs à ce plan de relance. Donc des domaines dans lesquels on va aller ou des types d'entreprises vers lesquelles on va aller. Et là, pas seulement à Fribourg, mais dans toute la Suisse et toute l'Europe, je sens bien une volonté d'aller vers de l'économie locale, de l'économie circulaire, des projets d'entreprise qui visent à avoir un impact sur la société et pas simplement à faire du retour sur investissement et à créer de la valeur pour des investisseurs. Donc il y a quand même une transformation qui s'opère dans les états d'esprit, là. Y compris chez les investisseurs d'ailleurs, qui sont beaucoup plus regardants sur l'aspect impact, durabilité, apport à la société qu'avant. En matière de communication, est-ce que tu t'es retrouvé là aussi à devoir peut-être plus aider, plus conseiller ces entreprises dans leur manière de communiquer? On l'a vu que cette crise nous a tous obligés à aller vers la numérisation. Hein. S'il y avait encore des réticences, ben voilà, elles ont été malheureusement ou heureusement plutôt balayées pour pouvoir montrer que voilà, le petit commerce, à l'exemple de la pâtisserie, peut aussi vendre en ligne. Est-ce que pour toi, prodiguer ce type de conseils à des startups, c'est aussi quelque chose que tu avais déjà l'habitude de faire, ou au contraire, là, il faut plus insister pour les amener à communiquer, à se mettre à utiliser ces vecteurs de communication, ou il faut les convaincre plus à aller vers ce genre de choses? Alors pour les startups, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, et puis je pense qu'il y a une certaine velléité à vouloir aller dans la communication moderne, digitale, ce genre de choses. Par contre, pour les commerces et les artisans, sans leur jeter la pierre, parce que je pense qu'ils ont toujours les mains dans le cambouis, ils sont toujours en face de leurs clients, ils n'ont jamais eu le temps d'organiser les choses. Et puis là, tiens, si j'avais pu vendre mes produits en ligne parce que mon magasin est fermé, ça m'aurait aidé, mais j'ai jamais eu le temps de le créer, ce petit shop en ligne, ou de trouver un partenariat pour faire ça. Et donc, je me retrouve à le refaire dans l'urgence. Et donc, est-ce que vous pouvez m'aider, FreeUp, et me donner des conseils chez qui je peux frapper? Donc ça, oui, on a eu beaucoup de questions comme ça. Côté des startups, ce qui est intéressant, c'était plutôt sur la tonalité de la communication. On organise régulièrement des conférences qui là étaient des webinaires, et puis maintenant on aime bien les webinaires aussi. Et le premier webinaire qu'ils nous ont demandé, c'était justement avec notre coach de vente sur comment est-ce que je garde le contact avec mon client sans paraître trop intrusif, trop arrogant. Il est où où est-ce que je mets la frontière? Si j'appelle mon client tous les jours, il va croire que je le harcèle et il est occupé à gérer la crise chez lui. Si je ne l'appelle pas, je vais le perdre. Comment est-ce que je fais? Et donc, on s'est retrouvé dans des discussions comme ça sur où mettre le curseur selon les business, selon les cultures des domaines dans lesquels on est, pour ne pas être intrusif chez le client ou pour ne pas le perdre. On a vu beaucoup de grandes entreprises qui sont arrivées avec des communications, soit elles aidaient leurs collaborateurs, soit elles faisaient une action de manière à parler d'elles, mais pas d'elles directement. De manière commerciale. Donc ça, on a vu, ça a été une des grandes questions. L'image de l'entrepreneur jeune, dynamique, qui réussit tout et qui va finalement vers la licorne, c'est un peu écorné. Est-ce que tu penses que cette crise qui ramène à la dure réalité que dans la vie, on ne réussit pas toujours et qu'il y a souvent des impondérables extérieurs, peut disons, faire peur à certains jeunes qui voyaient le chemin de l'entrepreneuriat comme quelque chose pavé d'or et comme le seul achievement finalement possible? Alors oui, ça peut faire peur, mais si c'était l'occasion pour nous, collectivement,
de retourner ça et de dire, discutons une bonne fois pour toutes de cette culture de l'échec que nous avons en Europe et en Suisse, où quand on crée une entreprise et vous faites faillite ou ça ne marche pas parce que vous n'avez pas rencontré votre marché, mais vous avez essayé, vous étiez peut-être trop tôt ou un peu décalé, on vous monte du doigt en disant, vous avez raté votre projet d'entreprise. Si on arrêtait ça et qu'on disait bravo, vous avez appris plein de choses, vous avez un profil qui a une énorme valeur maintenant, en fait vous valez beaucoup plus que quelqu'un qui n'a rien fait d'ailleurs, parce que d'un échec on apprend beaucoup de choses, ça serait super. Donc on voit bien que là on n'était pas prêt pour tout gérer correctement avec cette crise, même si on a des tas de plans de pandémie partout, à tous les niveaux, fédération, canton, région, commune, enfin même dans les entreprises. Finalement, il y a eu des couacs, mais on ne s'est pas quand même trop pointé du doigt. À la fin, on a eu un bon résultat, on a appris plein de choses. Si on transpose ça au monde de l'entreprise et qu'on dit aux jeunes qui ont peur de se lancer, tu sais quoi, si tu te lances et que tu as du succès, bravo. Si tu te lances et que tu as un échec, bravo, parce que tu as appris plein de choses. Ça serait super. Mais justement, sur cette culture de l'échec, est-ce que tu penses qu'un jour ça va changer ? On arrêtera de montrer du doigt ceux et celles qui se plantent, qui se retrouvent à essayer une fois, deux fois, et puis peut-être qu'ils peuvent se démoraliser et laisser tomber, ou au contraire insister. Moi j'aime bien citer l'exemple des Américains, où je l'ai vécu parce que j'avais rencontré un entrepreneur qui m'avait raconté cette petite scénette, où il disait, ben voilà, je me suis planté deux fois, j'ai fait un entretien, un tour de table pour du financement. Puis le gars, spontanément, lui a posé la question, est-ce que tu t'es déjà planté ? Oui. Combien de fois ? 2 fois. Ok, très bien. Donc on va pouvoir travailler ensemble. Donc il avait pris positivement le fait qu'il ne s'est pas planté non plus 15 fois, mais qu'il s'était déjà planté, donc il avait déjà appris. Est-ce que ça va changer en Suisse ? J'ai envie d'y croire. Moi, j'ai envie d'y croire, et je pense que ça passera par des nouvelles manières, des nouveaux modes et des nouveaux contenus d'enseignement. Aujourd'hui, finalement, on vous pointe un peu du doigt à l'école si vous avez fait un 3 au lieu d'un 5, alors que finalement, en ayant fait un 3, vous savez ce que vous ne savez pas, parce que c'est très clair sur la note. Et donc, si on pouvait changer ça, si on pouvait apprendre à nos jeunes à travailler ensemble en interdisciplinarité, en montrant que c'est une affaire d'équipe, en fait, et pas seulement d'une seule personne, et que quand on risque de se planter, on peut faire appel à d'autres qui peuvent venir compléter l'équipe et corriger le tir. Si dans la manière dont on apprend son métier ou dont on apprend des choses à l'école, on peut transmettre cet état d'esprit, je pense que ce serait déjà une grande étape. Et pour ceux qui sont entrepreneurs depuis plus longtemps, qui se sont devenus, je dirais indirectement, si on prend un graphiste ou un développeur qui a monté avec un copain une petite agence, une petite structure, puis après ça devient une agence à 15, 20 personnes, et qui aujourd'hui a emprunté de l'argent et peut-être ne réussira pas, comment cette personne-là pourra remonter de cet échec et comment est-ce qu'on pourra valoriser cette expérience? Parce que là aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sur le marché qui sont en train de se dire mais comment je vais m'en sortir? Et qui ne voient pas d'issue. Si jamais ils ratent et que ça s'écroule, ils n'ont pas tellement d'opportunités. On a l'impression que c'est un peu la fin de leur carrière. Ouais. Là aussi, je pense qu'il faut réussir à créer de l'échange. Un entrepreneur, il est souvent tout seul, mais parfois quand il discute avec son voisin d'en face, même s'il n'est pas dans le même domaine que lui, il se rend compte qu'il y a des problèmes similaires et que peut-être quelqu'un a déjà trouvé une solution ou peut lui donner quelque chose qui va lui donner du courage et le faire se déclencher. Mais il ne faut pas hésiter à avoir peur de transformer un peu les choses, à parfois découper son agence de communication en 2 agences, une dans le digital, une dans autre chose, des choses comme ça. Donc il faut expérimenter un peu, mais il faut tester et puis se nourrir de ce qui se passe autour. Il y a Pierre qui nous dit dans la chatroom de notre Facebook Live, les élèves des écoles sont formatés très tôt. Effectivement, le constat revient à l'éducation. On peut aussi faire le parallèle avec ceux et celles qui font ton travail, hein, effectivement, Grégory, qui ont passé, comme toi, par la case entrepreneuriale pour pouvoir mieux, justement, sensibiliser celles et ceux qui veulent aussi se lancer. On va dire qu'effectivement, la grosse part d'amélioration va pouvoir se faire au niveau de la formation. Reste que l'image en Suisse de la personne qui s'est plantée professionnellement, qu'il ait appris à X ou Y endroit, est encore bien marquée. Ça, c'est des choses que vous enseignez à FreeUp. Vous sensibilisez ces entrepreneurs sur la culture de l'échec. Vous abordez ces points sous un autre angle constructif, par exemple?
Oui, on aborde ces points, on va assez loin, on aborde aussi les relations familiales, parce que c'est quand même pas facile parfois de s'investir personnellement et investir de l'argent personnel. Donc on essaye d'avoir ces discussions-là, c'est pas toujours facile, ça dépend des personnalités qu'on a en face de nous. Mais ce que nous on propose, c'est vraiment d'essayer de miser sur l'interdisciplinarité le plus tôt possible et de ne pas être seul, d'avoir une équipe, d'avoir des gens qui se complètent. Donc on insiste aussi beaucoup sur les premiers recrutements en disant essayez pas de faire un copier-coller de qui vous êtes, mais plutôt de prendre quelqu'un qui est complémentaire à ce que vous êtes, ce genre de choses. Et puis on pousse les entrepreneurs à aller sur le terrain pour se prendre du feedback le plus tôt possible de leurs clients, de leurs futurs utilisateurs. Et plus tôt on apprend à se prendre des feedbacks comme ça, un peu difficiles, non filtrés, plus on se crée peut-être une sorte de carapace pour se dire ok, j'ai peut-être pas la solution qui est à 100% la meilleure, mais je sais que je pourrais à chaque fois trouver des pistes pour la changer, pour la faire évoluer, pour pivoter comme on dit. On arrive au terme de cette émission très très intéressante, hein, déjà le deuxième jour de cette semaine bien rempli. Merci Grégory, mais on va terminer quand même par une question un petit peu piège. On a vu avec cette crise qu'on n'était pas tous à la même enseigne, hein, entre salariés, indépendants, chefs d'entreprise, entrepreneurs. Mais si je te pose la question de qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite devenir entrepreneur, malgré tout ce qu'on a pu vivre ces derniers temps, quels seraient les 2 ou 3 conseils pour l'inciter à lui aussi devenir entrepreneur? De se préparer, de bien réfléchir à ce qu'il veut faire, de s'entourer, de tester son idée auprès des autres, même s'il a peur qu'on lui pique. Si on lui pique, c'est que c'est une bonne idée de toute manière. Donc de pas faire ça tout seul dans son coin sous la douche, de vraiment aller se confronter aux autres idées, au feedback des autres, de se faire accompagner par des gens comme FreeUp par exemple, mais de bien se préparer. Il y a une citation qui disait, je crois comme ça de mémoire, un entrepreneur c'est quelqu'un qui se lance d'un avion et qui construit son parachute en cours de descente. Oui. Moi je crois pas. Moi je crois qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui a déjà le plan de son parachute avant de sauter, qui a bien pensé à son idée de parachute. Donc pensez à votre idée de parachute avant de vous jeter de l'avion et mettez-le sur vos épaules avant. Et ensuite, moi, je saute avec vous de l'avion sans problème. Voilà, l'invitation est lancée. Grégory Grain, directeur de FreeUp sur le canton de Fribourg. Si jamais FreeUp sur Internet se trouve très facilement. Merci beaucoup pour cet échange très très concret. Et puis on va te dire à très très bientôt. Qui sait, on fera le point sur peut-être quelques petites pépites que tu as pu accompagner sur le canton d'ici quelques semaines, quelques mois, pourquoi pas. Merci beaucoup, je reviens quand vous voulez. Alors avec grand plaisir. On fera le feedback dans quelques mois pour voir comment tout ça a évolué. Exactement. Merci. Victoria, il est temps aussi de nous dire au revoir. On se voit demain 15h pour un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Puisqu'effectivement, marketing demain. Voilà. Voilà, on retourne à des... Il fallait qu'on résolve cette question du... C'était très bien, c'était vraiment très, très utile. Ouais. Ça revenait, donc on s'est dit là, il faut vraiment... faut en avoir le cœur net. Oui, voilà. Comme on l'a dit, hein, un patron d'agence, c'est un entrepreneur, donc c'était une suite logique que de rencontrer Grégory pour en parler. Portez-vous bien et on se voit demain 15h. Et puis d'ici là, à bientôt, c'est pas bon. Allez, au revoir.